Allô ma belle Sangha d'amour, aujourd'hui on se parle des 5 mécanismes de défense de l'ego. Oh oui, cette petite bébite à l'intérieur de nous qu'on crée et peut-être même qu'on protège. On va se parler de ça aujourd'hui, j'espère que vous passez un beau week-end pour ceux qui sont en direct. Bon dimanche matin, 10h, c'est notre rendez-vous hebdomadaire en direct. Alors je vois déjà Guylaine qui est là, coucou Guylaine. Bonjour tous ceux qui se joignent à moi. Allô Caroline Lachance, comment ça va? Alors, les nouveaux, les anciens, vous savez que ça fait presque 5 ans maintenant que j'offre gratuit sur les réseaux sociaux à toutes les semaines ce rendez-vous qu'on se donne pour la Sangha, ceux qui me suivent et qui viennent dans mes retraites, qui voyagent avec moi à travers le monde et leur monde intérieur depuis des années, depuis plus de 10 ans, et les autres qui viennent comme par curiosité. Gênez-vous pas de partager aussi les vidéos. Aujourd'hui, c'est un super beau sujet, accessible à tous. Vous savez bien que je dis que c'est un brin de sagesse bouddhiste parce que c'est la philosophie et la psychologie qui m'influencent le plus depuis près de 30 ans dans ma vie. J'aime aussi et je suis curieux de toutes les autres formes de psychologie et tradition parce que plus on a de sagesse dans la vie, mieux on va se comprendre et plus qu'on va se rendre heureux, soi-même et les autres. Alors c'est ça l'objectif. Et la méditation, bien sûr, pour contempler, déposer l'esprit dans une pensée qui nous permet de soit libérer des causes de souffrance ou de générer en nous des sources de bonheur dans l'esprit. Alors voilà, c'est un peu la vocation ou l'invitation de la méditation. Aujourd'hui, 5 mécanismes qui défendent notre ego. Et pourquoi c'est important de jouer, de se libérer, d'enlever les tensions de l'ego, parce que c'est clairement ce qui nous fait souffrir le plus au monde et c'est ce qui fait aussi qu'on fait souffrir les autres souvent. Alors, coucou ma belle Fiona d'amour que je viens de voir passer, coucou Hélène, coucou ma belle Loulou d'amour, allô tout le monde, bon matin à ceux qui sont là encore une fois en direct, qui se joignent à moi, mon petit Saïd qui est là dans la chambre en train de vous regarder, allô mon beau Bob, comment ça va? Je pense que tu es en direct de la Gaspésie en ce moment. Alors, heureux de te voir ma belle Sophie Landry d'amour, coucou, Carlo est peut-être avec toi. Bon matin à vous deux, allô tout le monde. N'oubliez pas que si vous voulez, vous pouvez le partager tout de suite, comme ça se retrouve dans vos fils d'actualité, ce beau vidéo. Et les gens, peut-être que vous ne savez pas, parce que vous êtes peut-être dans ceux-là aussi ou pas, mais il y a des gens qui nous découvrent comme ça et ça leur apprend que ça existe un petit lieu à toutes les semaines où on peut un petit brin de sagesse recevoir et méditer pour se déposer à l'intérieur de soi. Alors aujourd'hui, c'est un grand sujet. J'ai même hésité encore ce matin, là, j'étais là, oh my god, on rentre-tu là-dedans en quelques minutes, en ce beau dimanche, ou pour ceux qui sont en direct? Ben oui, parce qu'il faut bien s'en parler de l'ego un peu. Et quoi de mieux que parler de ces mécanismes de défense? Alors, dans la psychologie bouddhiste, on n'a pas nécessairement cette terminologie-là. Je l'ai empruntée, bien sûr, à la psychologie moderne, que j'ai aussi étudiée, pour se parler des mécanismes de défense de l'ego, parce que justement, l'ego, qu'on appelle beaucoup la saisie du soi, et Maya, qui crée Maya, l'illusion dans le bouddhisme, est vue comme la source de toutes les souffrances. Et dans les autres formes de psychologie plus jeunes, comme les psychologies modernes, on voit un peu la même chose. On voit que l'ego peut permettre une distorsion de la réalité s'il est trop protégé. Si on donne trop de rigidité et d'intensité dans des mécanismes de défense, on se réfugie finalement dans nos mécanismes de défense. Réfugié comme le refuge dans le bouddhiste. Alors, dans des mécanismes de défense, au lieu d'être dans une authenticité puis un soi qui est véritable, eh bien, ce que ça fait, c'est qu'on crée des patterns relationnels, on crée des patterns avec les autres, on se sabote nous-mêmes, on libère pas nos émotions, on peut pas guérir, grandir, s'épanouir, justement. Et un ego qui est cristallisé, mais ce que ça fait, c'est que ça fait un soi qui est pathologique, en ce sens, c'est pathos, souffrance. Ça fait un soi qui est tout le temps en tension. Souffrance ne veut pas dire dans le bouddhisme qu'on est là à brailler notre vie, puis c'est toujours la grande dépression, puis de la colère, tu sais, sous forme de rage. Au volant, on sort nos battes de baseball, puis on se frappe les uns les autres, là. C'est juste ça, c'est comme l'extrême souffrance. Ça existe dans le monde, by the way. Mais on est plus dans une tension intérieure, une résistance à la réalité qui est en nous et la réalité des phénomènes et des choses. Ce qui veut dire se sortir de l'illusion qui est créée par l'ego. Fait que l'ego,
Parce que là, je ne veux pas qu'on en parle beaucoup, parce que je veux parler plus de ces mécanismes de défense. Je prends pour acquis que ça vous dit quelque chose, ce mot-là, comme une identité construite à travers, bien sûr, des pensées qui sont subjectives, des scénarios qu'on se raconte, un point de vue sur ce qui nous est arrivé dans la vie. Et ça construit comme une identité, des croyances, des schémas de pensée qui nous entretiennent dans une façon de vivre et d'être. Le problème, c'est qu'on pense que ça, c'est vrai, ce qui n'est pas le cas parce que c'est subjectif, on le sait, et que ça, c'est la seule réalité de notre être. Fait qu'on est comme un ramassis de souvenirs, d'histoires qu'on se raconte, de blessures, de blablabla, de pensées. Et notre essence de l'être, qui est probablement plus de l'amour, de la joie, des élans de cœur, une sagesse innée, même cellulaire dans notre corps, dans notre être, ne peut pas être libérée si je me cristallise dans un ego, dans un petit cocon fermé. Fait que je ne peux pas comme m'émanciper et devenir une version comme libre, authentique, sincère de ce qui m'habite, de mon être, l'être au lieu du faire. L'ego, il va se définir beaucoup dans le faire, les événements, les expériences, ce qu'il fait. Fait qu'il peut même jouer des jeux, il peut même faire semblant d'être quelque chose qui n'est pas. Oh, ça vous dit quelque chose? On fait tout un peu ça, là. Aujourd'hui, donc, 5 mécanismes qui défendent l'ego. Fait que c'est comme l'opposé de la méditation. C'est l'opposé d'une vie dans la pleine conscience de soi pour s'honorer, pour s'accueillir, pour s'aimer, le thème de notre prochain défi 21 jours, le 9 septembre prochain, s'aimer sur l'estime et surtout, c'est à l'opposé d'une démarche spirituelle qui est finalement se rencontrer, se libérer et aller aux sources de l'être pour regarder ce qui est là qu'on a appelé un espace sacré, un refuge, notre source, peu importe dans quelle tradition, on l'a libellé, on l'a brandé. C'est ce qui est là de pur en moi, d'intouchable, cet espace où c'est émerveillé, joyeux et plein d'amour. Alors ça, c'est toujours là, puis l'ego, ça fait comme des murs. Et ces murs-là, on les défend. Alors, 5 mécanismes. On va les faire quand même, somme toute, rapidement, parce que la méditation, dans le bouddhisme, on l'a fait sur le samsara et les causes du samsara. On l'a déjà fait souvent sur ces aspects-là. Donc, et là, ce matin, je disais, ça me tentait d'aller dans une version plus moderne. Fait que vous allez entendre des mots que vous connaissez et on les met dans la perspective, bien sûr, bouddhiste ou la perspective d'une vie heureuse, finalement, où on essaie de diminuer les résistances de l'ego pour s'aimer, s'accueillir et faire la même chose avec les autres et reconnecter à notre soi véritable. Pas quelque chose de construit, surfait, puis qui se défend là, tout le temps. Donc, premier, on le connaît tous, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes, de s'épanouir et de grandir, finalement, c'est le refoulement. Bon, premier mécanisme de défense de l'ego, refoulement. Le refoulement, c'est simple, c'est vraiment l'opposé de la méditation. C'est au lieu de se voir, puis de s'accueillir, puis de se tourner vers soi, puis de contempler ce qui est là, c'est de ne pas voir, de ne pas s'accueillir, puis de mettre ça comme à quelque part où c'est pas beau, où c'est méchant, où on a honte, etc. Dans le bouddhisme, il n'y a aucun aspect de l'être et de la vie qui n'est pas contemplé. Ce qui veut dire qu'on va regarder la violence, l'injustice, la souffrance, la vie, la mort, d'une façon crue. On va se déposer comme un maître zen, on va ouvrir grand les yeux de la conscience et on va faire face à ça jusqu'à temps que toutes mes résistances, tout ce qui est en moi comme jugement s'apaise et se libère. À l'opposé, ce sont les mécanismes de défense, dont le premier qui est vraiment important de comprendre, le refoulement. À quel point dans la vie, pour ne pas voir, on va refouler. Et ça devient un mécanisme tellement facile de refouler une petite impatience, une tension, même des fois un rire. Même des fois, je l'explique comme ça, on jouit en silence, on pleure en silence, on crie en silence. On est le peuple du silence. Même si on parle tout le temps et on fait bien du bruit, il y a peu de choses authentiques. D'où les retraites comme des retraites Renaissance ou d'autres retraites ou des espaces de guérison. On peut enfin libérer ce qui est là, ce qui a tellement besoin d'être vu et aimé, même si c'est pas poli, c'est pas civilisé, c'est pas un petit chien docile. Parce qu'on n'est pas ça. On est vivant, on est vibrant, on est organique. Alors le refoulement, c'est pas être capable d'avoir de l'espace dans la vie pour accueillir et voir ce qui m'habite comme fluctuation, on va dire, d'humeur, d'émotion, de pensée et ainsi de suite. Fait que tout ce que j'ai honte, parce qu'on a créé une culture de la honte dans notre société là, judéo-chrétienne, on va le dire, honte, culpabilité, c'est deux grandes émotions qui maintiennent le mécanisme du refoulement. Fait que ça, premier grand mécanisme, ce que j'ai honte, ce que je ne veux pas voir, ce que je juge, ce que je pense que les autres vont juger,
ça se guérira pas plus. Ça fait de la grosse boîte, puis ça fait de la boîte qui pourrit, puis à un moment donné, ça monte comme ça, puis ça fait un grand marécage en dedans de nous qui est pas beau. Le refoulement. Le deuxième, c'est la projection. Ça, plus subtil, des fois on s'en sert. Tu sais, quand on chicane avec quelqu'un, on va dire, ben là, tu me projettes ça. L'idée, c'est qu'on s'en fout de ce que les autres projettent. On veut être conscient de ce que nous, on projette. Dans le bouddhisme, c'est toujours ça. Occupe-toi de toi, médite sur toi, puis sois un petit Bouddha dans le monde, puis les autres, voilà, c'est tout. On a assez à se concentrer sur nous, finalement. Donc, la projection, ça vient justement de attribuer aux autres. Je l'écris comme ça, je regarde mon petit papier, parce que ce matin, je voulais pas me perdre trop longtemps dans des parenthèses. Vous voyez, ça va être un peu plus long comme théorie. Mais donc, c'est ce qu'on attribue aux autres. On va projeter sur les autres, ce qui veut dire, mettons que moi, je suis quelqu'un qui juge sur le corps, qui n'est pas capable de reconnaître la beauté sous toutes ses formes, etc. Puis là, je vais projeter sur les autres ou sur mon conjoint, mettons, qu'il aime moins mon corps parce que j'ai pris du livre. Ça, c'est une projection. Je ne demande pas. Puis même s'il me le dit, des fois, on projette, l'autre nous dit que c'est pas vrai, puis dans notre tête, on fait, mais non, c'est pas vrai, il peut pas m'aimer encore, j'ai pris 40 livres de plus, ça se peut pas qu'il me désire autant qu'avant, etc. Même chose si on dit, quelqu'un me dit que pour lui, l'argent, c'est pas important, mais l'argent, c'est important pour tout le monde. Donc, c'est sûr, c'est important pour lui, puis il fait ça pour l'argent. Mais parce que moi, c'est important, je vois ça de l'autre, parce que je peux pas concevoir quelque chose qui est différent de mes petits patterns et de mon ego. Fait que l'ego, il se défend. Hein? Parce que là, on a parlé des fois de l'impermanence du soi, du fait qu'on est multiple et paradoxal, et ainsi de suite. L'ego, il veut se cristalliser dans quelque chose là, de bien figé. Là. Donc, projeter sur les autres, c'est un autre mécanisme de défense. Le troisième, c'est la rationalisation. C'est justifier, et des fois, je dirais que c'est justifié comme avec n'importe quoi. Là, évidemment, dans la pandémie, là, pour ne pas nommer trop des gros mots, mais une justification comme avec un rationnel. En ce moment, là, je vous le dis, on peut tout googler, puis trouver une justification sur à peu près n'importe quelle opinion. Fait que l'ego, pour pas comme s'ouvrir à l'échange, partager, accueillir, ou voir qu'il n'y a pas toujours eu cette opinion-là, ou ces croyances-là, ou qu'il n'y a pas toujours été comme ça, on va rationaliser. Fait qu'on va rationaliser nos comportements, on va trouver des justificatifs, on va googler neurosciences et insomnie, puis on va dire, ben voyons, tout le monde fait de l'insomnie. C'est à cause de ça. Puis là, je vais justifier que j'étais impatient le lendemain à cause de ça, et ainsi de suite. Fait que je vais trouver des patterns. Tout le monde en ce moment s'auto-diagnostique quelque chose. J'ai rien contre les diagnostics. C'est merveilleux quand les experts de la santé mentale le font pour nous aider à comprendre ce qu'il y a là comme dérèglement dans notre neurochimie. Mais tout le monde rationalise des comportements qui deviennent des patterns, puis pour lesquels on ne change pas parce qu'on se met des étiquettes pour on a googlé TDAH. Fait que ça, c'est la rationalisation. C'est aussi le on. Hein? Le on, ça va être la généralisation. Alors l'autre, le quatrième, après la rationalisation, c'est la généralisation. Et ça, on le fait. Le on, là, qui n'existe pas. Parce que on, ça n'existe pas. On, c'est une convention comme établie là, par, je sais pas quoi, un espèce d'inconscient collectif, là, mais qui est pas beau. On dit ça, on fait ça, on court après l'argent, on attend notre retraite pour telle affaire, on on met pas assez de temps sur le sport, on néglige notre spiritualité. Puis là, des fois, le on y est réduit. T'sais, nous, les gens spirituels, on évolue bien, puis on fait attention à la planète Terre, puis on s'aime, puis on est dans l'harmonie. C'est encore une généralisation. Généralisation positive ou négative, ça nous empêche de voir les nuances de mon être. Je suis pas toujours ça. Et je généralise comme pour des fois défendre aussi le fait que je ne me remets pas en question. Parce que quand on fait ça ou on pense ça, ben c'est clair que je viens de dire que moi et le reste de la planète, c'est ça. Je viens de dire que c'est bien. Je viens de dire que c'est ça la norme. Ben, puis on le sait, on n'est pas pour la norme, on est pour l'authenticité, la vérité et la sincérité. Et il n'y a pas de norme parce que de toute façon, je peux penser une chose et son contraire dans la même journée. Fait que le on, lui, il fait pas ça. Le on, on l'utilise de la même façon pour généraliser ce qu'on va faire. De plein de façons. On attend les vacances pour relaxer. Non, il y a des gens qui apprennent à relaxer tout le long de l'année puis qui ne sont pas à moitié morts à leurs vacances. On n'a pas de dire on là-dessus. Puis aller valider les informations sur le web qui valident, qui justifient notre affaire. Le cinquième, je me suis dit je vais faire 15 minutes là-dessus, pas plus, puis après ça on va pouvoir méditer. Gang, j'y arrive! C'est comme un temps record. La sublimation. Bien sûr que c'est le mot, le sublimer, c'est connu, mais c'est un mot qui reste quand même abstrait. Sublimer, c'est quand on transfère, on va dire comme ça, là, mais j'aime pas ça utiliser un autre mot, là, mais on sublime, on canalise, une énergie, souvent négative, là, dans d'autres choses. Fait que
c'est peut-être le plus subtil et le moins dommageable. Parce que bon, des fois, on fait ça sur les dépendances, sur des petits trucs. Fait que, moi, j'appelle ça de l'occupationnel. Avec les adolescents et les jeunes délinquants toxicomanes avec lesquels on travaillait, l'occupationnel, c'est important. Des fois, entre deux moments de thérapie, crise, je veux mourir, ben, c'est important de sublimer un peu. Sinon, ça devient trop difficile. Mais on n'est pas tous en post-trauma. On n'est pas tous de sortir de 6 ans d'abus sexuels et d'être battus par nos parents là. Fait que, avec le temps, avec la vie, sublimer devient comme une habitude où, justement, ça s'accompagne du refoulement et de d'autres choses. Tout ce que je laisse pas sortir, tout ce que je vois pas. On va le dire comme ça, il y a l'enfant du divorce, la maison du divorce. Je vais vous donner des exemples, là, parce que sublimer, ça paraît abstrait, mais vous allez voir, c'est assez concret. Des fois, c'est la tentative de faire quelque chose pour pas voir quelque chose d'autre. Fait qu'on va se distraire, on va créer un projet, on va pogner. Moi, je l'ai fait souvent, sublimer. Des fois, j'ai pogné mon sac à dos, même dans une belle crise spirituelle, ben aussi, je sublimais ce que je voulais pas voir ou un mal-être profond que j'ai rencontré finalement chemin faisant, parce que je suis allé dans des lieux où j'étais face à moi-même, dans des monastères zen, bouddhistes, des espaces plus chamaniques, rituels, dans des tribus, mais ça, le fait de partir, si j'allais juste m'exciter, mettons, on le ferait pas pendant 3, 4, 5, 6 mois, là, dans un tout inclus, mais si j'allais juste me divertir constamment, ben c'est la compulsion en ce moment qu'on vit beaucoup. On se sublime sur les... pour pas être dans ma pensée puis essayer de la transformer, je regarde les réseaux sociaux toute la journée. Pour pas regarder que j'aime pas mon corps, je vais transférer ça en prenant soin de mon corps d'une façon compulsive. C'est pas bien tout ça. C'est juste, est-ce que je suis en train de fuir quelque chose en moi puis de le sublimer ou je suis en train de me regarder et d'avoir des saines habitudes de vie ou des saines habitudes pour moi puis les autres, puis d'avoir des comportements qui sont cohérents avec mes valeurs et qui je suis. Fait que les mécanismes de défense, ils sont là. Je pense que l'ego va se défendre tout le temps. Le problème, c'est si je ne le vois pas. Le problème, c'est si je suis mené par des mécanismes de défense qui, quand ils sont trop utilisés, ça devient tout ce qui sabote mon bonheur et ce qui sabote mon épanouissement. Imaginez qu'au lieu d'accueillir le fait que je suis un peu déprimé puis je m'ennuie dans mon travail, je le dis pas à personne, hein? Je fais du refoulement, je le laisse là, je le projette sur les autres, personne aime sa job, puis blablabla, puis un tel à job, puis là je généralise en même temps, puis je sublime ça en faisant plus d'activités, puis plus de golf, puis plus de... c'est peut-être le début de la grande dépression, du grand burn-out. C'est peut-être parce que je suis dû pour un changement. Peut-être parce que c'est plus en accord avec qui je suis réellement. C'est ça le problème des mécanismes de défense, c'est que ça ne me permet pas de m'actualiser, actualiser le soi, le soi véritable. Être en lien avec des valeurs, des élans de cœur, une fraîcheur intérieure, être authentique au lieu de me fier sur des normes, puis des conventions sociales, puis des conventions de l'ego, et ainsi de suite. Fait que ce qu'on veut, si on cherche à s'épanouir, se connaître, se découvrir, libérer à la source de sagesse, parce que dans la philosophie bouddhiste, n'oubliez pas, et comme dans les philosophies empruntées de Socrate qui voulait créer justement par la maïeutique, hein, la naissance et l'accouchement du soi, Jung qui nous parle du grand soi, qui est comme notre essence puis notre source presque sacrée à l'intérieur de nous, et ainsi de suite. Ça, c'est là, quand les murs, quand les défenses de l'ego s'effondrent, je peux rencontrer. Entre la conscience, des fois on n'est pas conscient, mais mettons je suis conscient, puis là je me dis, mais Martin, je médite, puis je fais plein d'affaires d'éveil de conscience, puis je ne le vois pas, cette source-là qu'on appelle Bouddha dans une autre tradition. C'est parce qu'il y a tous ces mécanismes de défense-là, et je ne suis plus en lien avec moi. Moi comme l'être, là. Je suis en lien avec ce que j'ai construit, la construction de l'ego. Et les mécanismes qui protègent cet ego-là, cette identité égocentrique. Je ne dis pas que c'est pas bien de s'aimer, de l'estime de soi. Au contraire, je vais m'aimer davantage, avoir une meilleure estime de moi, si je reconnais toute ma diversité, toute ma richesse, tous mes paradoxes, tout ce que je suis, et que je flotte là-dessus. Je crée un flow entre mon intériorité et l'expérience sans résister, sachant que tout est impermanent, tout se transforme et qu'au-delà de ces fluctuations-là qui sont comme des vagues au-dessus de l'océan, il y a un océan de vérité, de sagesse, d'amour qui est juste là. Quand la tête, l'ego, je peux descendre enfin dans le cœur. Et là, il y a quelque chose qui, dans l'Orient, s'appelle Bouddha, qui peut s'appeler de 1000 façons. Alors, on va méditer. Ce que on va déposer l'esprit pour réaliser, prendre conscience de c'est quoi mon mécanisme de défense de l'ego préféré.
Qu'est-ce que je fais le plus sans trop m'en rendre compte? Parce que si j'en prends conscience, ben, je rentre dans la pleine conscience et je deviens conscient. Et la conscience, c'est comme la lumière qui éclaire l'obscurité. Ce qui veut dire que ça s'envole la noirceur sans même lutter contre le fait qu'il fait noir. Juste le fait que c'est conscient, ben, la noirceur, l'ignorance, tous mes mécanismes de sabotage, ils s'en vont, ils deviennent plus subtils ou ils diminuent. Et là, ça me permet d'être davantage moi-même. Et quand on est nous-mêmes, ben, on se sent bien. C'est probablement le premier bienfait, c'est on est bien avec nous-mêmes quand on est authentique avec soi. Parce qu'on mérite d'être soi-même. On a une vie, comme Joseph Campbell disait. On a une vie, le privilège de vivre, c'est d'apprendre à être soi-même et à libérer l'essence de soi. C'est pas merveilleux. C'est l'invitation de notre méditation en essayant de débusquer gentiment, comme un petit lynx là, qui s'en va espionner l'ego dans ses mécanismes. Alors vous pouvez prendre une posture de méditation qui est bonne pour vous. Et si vous êtes là en train de marcher, en train de faire autre chose, restez là, écoutez. C'est juste que c'est plus lent. Ça vous donne le temps de contempler intérieurement les invitations, les questions, ce qu'on est en train de se dire. C'est ça, méditer, c'est donner du temps et de l'attention intérieure. Créer un nouveau chemin de rencontre avec soi. Et on peut prendre bien sûr quelques respirations plus profondes. Et si on sent un peu de tension ou d'agitation intérieure, on peut prendre des respirations libératrices au début, comme à chaque fois qu'on s'assoit pour méditer. En même temps, ça oxygène le cerveau et le corps. On inspire profondément par les narines. Comme si on voulait vivre, là, puis amener de l'énergie. Et on expire bouche, comme pour libérer tout ce qui est inutile. On peut faire ça 2-3 fois. Et je peux amener mon attention sur les légères sensations à l'extrémité des narines, juste pour développer une meilleure qualité de présence, me recentrer. Je peux contempler la légère sensation de fraîcheur à l'inspiration, juste à l'extrémité des narines. Et la légère sensation de chaleur à l'expiration. Quand j'inspire, je rentre à la maison. J'expire, je relâche les tensions. J'inspire, je me dépose. J'expire, je suis détendu. J'inspire ici. J'expire maintenant. Et je génère cette motivation de regarder en moi ce qui limite mon émancipation, la libération de mon essence, de mes qualités d'être naturelles. Qu'est-ce qui limite les vérités de mon cœur? Qu'est-ce qui limite ma conscience et ma sagesse? Si ce n'est que toutes les barrières, cette forteresse de résistance de mon ego.
comme une illusion obscure qui me déconnecte de la vérité, de la réalité des choses et des êtres. Et pour m'en libérer, je contemple les 5 mécanismes, les 5 murs de l'ego, pour qu'ils s'effondrent tout doucement. En regardant comment je les nourris, comment je maintiens ce mur. Peut-être même quel est mon mécanisme de défense de mon ego préféré. Le refoulement. Quand est-ce et comment je refoule? Qu'est-ce que je ne veux pas voir en moi? Et la projection. Comment je projette sur les autres ce qui m'appartient, mes humeurs, mes émotions, mes pensées, mes jugements. Comment je les attribue aux autres. Car ils sont en moi. Comme si je peinturais sur l'autre tout ce que je ne veux pas voir en moi-même. Comment je me projette sur les autres, mon insécurité, mes attentes, mes frustrations, mes jugements. Et comment je les rationalise, comment je justifie des fois ma paresse, des jugements, mon insécurité, tout ce que je ne veux pas voir ou transformer. Comment je justifie, je rationalise, j'explique.
Au lieu de les transformer, comment je rationalise et je justifie les comportements, des états d'être qui sont souffrants ou négatifs pour moi et les autres. Et comment je généralise peut-être aussi. Comme si tout le monde pensait comme ça, tout le monde faisait ceci, tout le monde souffrait de cette façon, tout le monde était limité, juste pour défendre l'ego. Comment je généralise pour rester petit, moi aussi. Et ultimement, peut-être le moins dommageable, mais toujours de l'évitement, comment je sublime un mal-être, une tension, une colère, qui peut être un bon moyen de ne pas la projeter ou la déverser sur les autres, mais sublimer, hein, aller dans des activités de l'occupationnel, toute forme de distraction, m'empêche également d'aller à la source d'un mal-être, d'une émotion, de l'ego. Comment je sublime, je canalise dans des activités, des états d'esprit ou des émotions que je ne veux pas voir, entendre, transformer réellement. Pour garder un ego bien présent, bien souffrant en moi. 5 grandes forteresses de l'ego. Je refoule, je projette, je rationalise, je généralise et je sublime. Et je génère la volonté de me libérer de ces mécanismes qui défendent l'ego, qui me déconnectent de la réalité, de ma réalité intérieure, de celle des autres, qui limitent mon champ de compassion, d'amour, de clarté et de sagesse. Et si je pouvais rencontrer ce qui m'habite, les autres, tous les phénomènes, à travers la claire lumière de la conscience, au-delà de l'ego. Et dans mes mots, peut-être devenir un Bouddha dans ce monde, un être de sagesse qui accueille et qui est capable de contenir le monde dans son amour.
tel qu'il est. Et on peut se réjouir de notre pratique, même si peut-être c'est pas un sujet réjouissant, c'est toujours réjouissant. Est-ce qu'on libère? On libère des petites choses, comme quand on fait du ménage. Il faut voir que c'est sale pour vouloir nettoyer nos murs et notre plancher. Les méditations guidées bouddhistes, c'est un peu ça. Alors c'est toujours une bonne nouvelle. C'est toujours un petit ou un grand ménage. On peut amener les mains en namasté, ceux qui me connaissent le savent ce qui s'en vient. Sinon les autres, faites juste nous écouter, là. Pensez qu'on est là des centaines à faire notre petit hum, qui est comme le son, hein, qui nous amène à la clarté de conscience. On peut amener les mains à la conscience, la présence au cœur, inspirer par les narines. Expirez bouche, libérez tout. Inspirez pour faire vibrer hum. Namasté. Alors, namasté, ma belle sangha d'amour, ce qui veut dire une gang qui ont du fun à méditer ensemble, puis à évoluer, puis grandir, c'est ça ma sangha. Vous savez, pour la sangha et les autres, le 9 septembre, je le répète, parce que là, on continue les inscriptions, et il y a toujours des gens la journée même, 1 heure avant, qui vont s'inscrire dernière minute, qui vont dire « Vite, où sont mes accès? Vite, c'est le premier direct. » 21 jours sur l'amour de soi, le respect, la confiance, l'estime, soit à travers une perspective d'amour, à travers une perspective bouddhiste, à travers une perspective de compassion, comment se rencontrer, être en union, hein, avec soi et tout ce qui fait bien, du bien au cœur. Alors c'est un défi, hein, 15 minutes de méditation, même 20, avec un 5, 10, 15 minutes d'enseignement, ça dépend des thèmes, mais 21 jours, c'est ça le défi. On dit 21 jours de temps, je construis à l'intérieur de moi un refuge d'amour pour moi-même. Et voilà. Alors, si ça vous intéresse, le lien est là dans la vidéo. Vous pouvez aussi partager ces belles petites chroniques et méditations d'un bouddhiste urbain, parce que vous l'êtes aussi si vous êtes là. En tout cas, vous êtes des pratiquants de méditation, des gens qui veulent amener une nouvelle perspective sur leur vie. Merci infiniment d'être là, ma belle sangha d'amour. Et peut-être, on ne sait pas, à la semaine prochaine, moi je serai là. Namasté.